Bonjour à tous, alors après la première vidéo que j'avais fait l'année dernière sur le thème de la création et de l'angoisse de la solitude, j'aimerais faire une deuxième vidéo de ma série de vidéos consacrée au processus créatif et m'intéresser à un autre frein à la création et quelque chose qu'il est nécessaire d'apprivoiser et de dépasser. Et ce thème, c'est la subjectivité de l'écoute et la nécessité d'aller vers l'écoute la plus objective possible quand on travaille sur ses créations. Alors qu'on soit musicien ou pas, je pense qu'on a tous remarqué que l'écoute n'était pas figée, qu'elle évolue au fil du temps, et qu'il pouvait très bien nous arriver de ne pas aimer une chanson à la première écoute et de se mettre à l'apprécier ensuite, ou alors de se lasser de notre chanson préférée parce qu'on l'a trop entendue et qu'il n'y a plus cet effet de surprise qui provoque une émotion. Alors ce qui se passe, c'est quand un auditeur entend une chanson pour la première fois, son écoute est totalement neuve, il n'anticipe rien, et puis au fil des écoutes, il va imprimer certaines choses en lui, et la chanson va tourner en même temps dans sa tête, ce qui va permettre à son cerveau de se libérer et de se focaliser sur d'autres éléments qu'il n'avait pas entendus jusqu'à présent, et donc ça modifie sa perception de la chanson. Donc on peut dire qu'un auditeur, il passe d'une écoute qui est au départ totalement externe et basée sur une impression d'ensemble, à quelque chose de plus interne et plus détaillant. Le créateur, lui, pour faire aboutir ses chansons, doit faire à peu près le chemin inverse, c'est-à-dire apprendre à désapprendre ses chansons et passer d'une écoute qui est au départ totalement interne, détaillante, subjective, à l'écoute la plus globale, externe et objective possible. Alors je crois que c'est pas simple de faire entrer l'autre dans ses créations et dès qu'on veut transmettre un message, il faut qu'il ait été formaté d'une certaine manière selon certains codes. Et je pense que croire que simplement parce que quelque chose nous touche, ça va toucher l'autre, c'est une illusion et une illusion qu'on a beaucoup à avoir au départ. Je pense que le créateur au départ, il assimile l'écoute de l'autre à la sienne et il ne conçoit pas que ce qui est du connu pour lui et de l'inconnu pour l'autre et qu'il y a donc tout un travail à faire pour faire entrer l'autre dans ce qu'il a créé. Il y a un travail à faire sur la clarification du message, l'enchaînement des parties, travailler sur la dynamique globale, intégrer des éléments pour que l'auditeur ne s'ennuie pas. Voilà, tout un tas de choses auxquelles le créateur au départ ne pense pas parce que lui, il est enfermé dans sa bulle, dans sa propre écoute, dans sa subjectivité. Et comme c'est lui qui a tout créé, tout fait sens pour lui, alors que ça ne fait pas sens pour l'éditeur. Et je pense aussi qu'au départ, le créateur, il n'a pas de distance émotionnelle avec ce qu'il crée. Euh, il porte en lui le contexte global de la création, il sait exactement à quoi ça en renvoie émotionnellement, il connaît le chemin parcouru pour en arriver là, et puis il peut être dans une certaine peur de créer ou une certaine excitation, en tout cas dans un contexte émotionnel qui est fort, et parfois trop fort. Et dans ce contexte-là, l'émotion d'un mot, la complexité d'un accord ou je ne sais quel autre détail peut prendre une importance surdimensionnée et lui faire perdre encore plus de vue l'impression d'ensemble qui est pourtant ce qu'il doit transmettre en premier. Moi, si je repense aux premières chansons que j'avais fait écouter à grande échelle, l'accueil avait été plutôt négatif. Il y avait eu pas mal de gens que je sentais gênés et qui n'osaient pas me dire qu'ils n'avaient pas aimé. Et puis j'avais eu comme commentaire, et il y a même des passages qui sont inaudibles, dans le sens insupportable à écouter. Alors on peut faire de la musique inaudible dans un but expérimental, mais moi c'était pas mon cas. Moi je voulais plutôt faire quelque chose d'harmonieux, et donc il y avait quand même un décalage énorme entre ma perception de mes chansons et la manière dont elles avaient été perçues par un certain nombre d'autres gens. Et c'était intéressant et important de comprendre pourquoi il y avait un tel décalage. Et je pense que je l'ai vite compris, et puis avec des années de recul, c'est évident. Je sais qu'à l'époque, j'étais vraiment focalisée sur le détail, que mes chansons, c'était plus une succession de détails complexes qui, pris séparément, pouvaient être bien, mais il manquait un ciment, il manquait un liant. Il n'y a pas de travail qui avait été fait sur l'ensemble, sur la cohérence globale. Et moi, je ne m'étais pas projetée à la place d'un auditeur qui entendrait ces chansons pour la première fois. Et donc finalement, c'était bien plus une construction intellectuelle que le résultat d'un travail d'écoute. Il n'y avait pas eu d'écoute. Mais tant mieux d'avoir eu ce genre de commentaires parce que c'est ça qui fait évoluer. C'est donc l'autre qui nous permet de nous rendre compte que notre écoute est subjective et que si on veut faire aboutir nos chansons et qu'elles soient là où on voudrait qu'elles soient, il va falloir sortir de cette écoute trop subjective et en acquérir une autre. Et je pense que la première chose qui fait évoluer l'écoute, c'est le simple fait de faire écouter à l'autre et peu importe ce qu'il nous dit. Je crois que le créateur, il est souvent dans un état de fusion avec ce qu'il crée, c'est un peu son bébé.
Et quand il fait écouter à l'autre, enfin moi c'est comme ça que je le ressentais, quand je faisais écouter à quelqu'un d'autre, et en particulier quand cette personne était dans la même pièce, je ressentais immédiatement un sentiment de rupture entre moi et ma chanson, l'impression que ça ne m'appartenait plus, que je me dissociais, que ça devenait un élément externe qui se travaille, que l'autre peut appréhender aussi, mais il n'y avait plus du tout cet état de fusion. Et il y a une vraie distance émotionnelle qui se mettait finalement entre moi et ma chanson. Et je me mettais à entendre des défauts que je n'avais pas entendus jusqu'à présent, et donc mon écoute était modifiée. Et je pense qu'en répétant ce processus et en vivant à chaque fois cette rupture entre soi et ce qu'on a créé, ben peu à peu, on intériorise cette distance émotionnelle pour au final ne plus avoir tant besoin de l'intervention de l'autre pour nous faire, pour nous permettre, nous, de voir, d'entendre ce qu'on a créé avec plus d'extériorité. Ensuite, ce qui fait évoluer l'écoute, ce sont évidemment les commentaires, et je dirais, peu importe leur véracité, je crois que l'intérêt d'un commentaire, c'est ce qu'on en fait, et qu'au départ, il faut prendre un maximum d'informations. Après, c'est beaucoup moins vrai, mais au départ, oui. Parce qu'à partir de là, on va pouvoir faire les choses différemment. Et en faisant les choses différemment, on va ouvrir son écoute et on va se créer un répertoire d'options, des points de comparaison, et on va pouvoir se dire, voilà, j'ai fait ça, j'aurais pu faire ça, et ça aurait peut-être été encore mieux aussi. Donc, on commence à acquérir une écoute qui est analytique, et qui est elle aussi nécessaire au travail de ces chansons avec plus d'extériorité. Alors bien sûr, pour que l'autre ait un effet bénéfique sur notre écoute, il faut être prêt psychologiquement, et c'est vrai qu'au départ on a tendance à être sur la défensive et à dire non, si t'as pas aimé c'est parce que toi t'as de mauvais goût, voilà, mais c'est une attitude qui enferme et qu'il faut dépasser le plus vite possible parce que ça empêche d'évoluer. Mais en tout cas, quand on commence à avoir la distance émotionnelle avec ce qu'on crée et à acquérir une écoute analytique, c'est là que le vrai travail commence. Alors dès qu'on veut faire aboutir un projet, que ce soit un texte, une musique, une vidéo, il y a toujours un travail à faire sur le global. C'est-à-dire dès qu'on crée une partie, il faut la replacer dans l'ensemble pour voir comment elle s'intègre au reste. C'est vrai qu'on est souvent surpris. Et moi, en général, c'est un travail qui ne me pose pas trop de problèmes parce que j'ai une vision plutôt globale des choses. Mais en ce qui concerne la musique, c'était beaucoup plus difficile à acquérir. Et je pense que ça tient à la nature multidimensionnelle de la musique. La musique au départ c'est horizontal, la mélodie verticale, l'harmonie. Et si on fait un arrangement et qu'on ajoute d'autres instruments qui font eux-mêmes leur propre rythme et leur propre mélodie, on arrive à un nombre d'éléments à prendre en compte qui est considérable. Et moi c'est vraiment quelque chose qui m'effrayait. Je ne voulais pas faire d'arrangement. Je me disais qu'il n'y avait pas de place dans mon cerveau, que la charge mentale allait être trop importante et qu'il y avait d'autres personnes qui étaient naturellement plus douées pour travailler leur musique de cette manière-là, de manière globale, en faisant des arrangements. Et quelque part, je le pense encore, mais la vie a fait que je m'y suis quand même mise. Et je m'y suis mise et au début, c'était angoissant. Je ne voulais pas m'imposer cette charge mentale. Et puis, c'était épuisant parce que mon écoute n'était pas formée et que moi, je me focalisais sur un élément à la fois. Donc, il a fallu former cette écoute. Alors, comment je l'ai formée ? Je pense comme à peu près tout le monde, c'est-à-dire en passant continuellement de l'écoute détaillante à l'écoute globale, de l'écoute interne à l'écoute externe. C'est-à-dire, dès que je créais un élément, je laissais reposer plusieurs heures pour que ça s'efface et pour réécouter ensuite avec une écoute neuve et voir comment ça s'intégrait au reste. Et c'est un travail qu'il faut faire, que tout le monde fait, mais je pense que je l'ai fait vraiment de manière obsessionnelle. Voilà, c'était extrêmement encombrant, ça a pris beaucoup de place et beaucoup de temps. Mais je crois que j'avais pas le choix. Voilà. Et donc à chaque fois, il y avait toujours un écart énorme entre ce que j'entendais sur le moment où je le créais et ce que j'entendais ensuite. Et ce que j'entendais ensuite, ça sonnait jamais bien. Je visais jamais juste. C'est jamais ce que je voulais faire. Donc je remodifiais. Ça me semblait bien sonner, puis je laissais reposer quelques heures ou quelques jours, parce que des fois quelques heures ça suffit pas, pour réécouter ensuite. Ça sonnait toujours mal et j'arrêtais pas de modifier. Et voilà, c'était un processus assez interminable. Et
mais il fallait le faire. Et parallèlement à ça, je pense qu'il faut se poser tout un tas de questions du style qu'est-ce qui perturbe mon écoute? Est-ce que l'élément que je voulais effacer était suffisamment effacé? Est-ce que si ça sonne bien là, c'est parce que ça sonne vraiment bien ou est-ce que c'est une illusion? Et quelque part, voilà, devenir expert de sa propre écoute, et je pense que c'est ça aussi la musique, être expert de sa propre écoute. Et en faisant ce travail sur des mois, des années, déjà je me suis aperçue que j'étais un petit peu moins angoissée, et puis un petit peu moins épuisée, donc ça voulait dire que j'étais peut-être capable de prendre un peu plus d'éléments en compte. Et puis aussi que l'écart entre ce que j'entendais sur le moment où je le créais et ce que j'entendais ensuite tendait à diminuer. Alors j'ai parlé de charge mentale très importante, d'un nombre d'éléments à prendre en compte considérable, et je pense que c'est là la clé, être peu à peu capable de prendre de plus en plus d'éléments en compte, et quelque part faire coexister l'écoute détaillante et l'écoute globale. Et c'est ce que j'appelle la phase d'intégration. Et quand on en est là, on observe plusieurs phénomènes. Déjà, l'écart entre ce qu'on entend sur le moment où on le crée et ce qu'on entend ensuite tend à diminuer. Il disparaît pas, mais il tend à diminuer. Et puis ce qu'on entend ensuite, ça sonne bien plus souvent bien, on vise bien plus souvent juste. Ça veut donc dire qu'au moment où on crée, qu'on est dans cette écoute hyper interne, hyper détaillante, plus ça va, plus on porte en nous l'ensemble de la chanson qui est là dans notre inconscient et qui tourne et qui va orienter de plus en plus ce qu'on fait afin que ce qu'on fait, ça s'intègre au reste. Ensuite, plus on fait cet aller-retour entre détail global, écoute interne, écoute externe, plus on arrive à un niveau de détail qui est fin. Je pense que le détail n'a de sens que pris dans le global. Et quelque part, plus on s'habitue à entendre sa chanson, ce qu'on crée de manière unifiée, plus on est capable de le décomposer, ça marche ensemble. Et enfin, on observe aussi un phénomène de mémorisation consciente, c'est-à-dire que quand on est dans cette écoute détaillante, en train de travailler un élément, même si on n'entend pas forcément comment ça va sonner ensuite, ben, parfois on le sait parce qu'on est déjà passé par des schémas similaires et qu'on a mémorisé. Et ça permet de gagner un temps fou. Et voilà. Et quand on en est là, on a l'impression qu'enfin, les différentes écoutes communiquent et que tout devient plus facile, plus naturel et plus agréable. Voilà, ça devient enfin agréable de faire des arrangements et on a l'impression de pouvoir donner une direction à sa musique, de plus simplement la subir. Mais c'est vrai que ça prend du temps, en tout cas moi ça m'a pris un temps fou. Et puis bon, c'est pas fini non plus. Mais voilà. Donc j'ai essayé d'aborder un sujet qui est très complexe à mon avis et puis très vaste et qui peut être abordé de plein de manières différentes. Mais ce qui m'intéressait moi, c'était déjà de mettre en avant l'importance d'acquérir de la distance émotionnelle avec ce qu'on crée. Voilà, on joue pas sa vie avec une chanson ou avec un texte. Euh, Notre création, ce n'est pas nous. Ça n'empêche pas non plus la fusion, mais il y a toujours. Faut aussi être capable de s'en éloigner et de regarder, d'entendre ce qu'on a fait de beaucoup, beaucoup plus loin, parce qu'on va entendre et voir d'autres choses. Et puis aussi, je voulais aborder une limite, parce qu'on se met toujours des limites, et moi la première. Et voilà, pour moi, j'étais pas capable de faire des arrangements. Vraiment, je pensais ne pas avoir de place dans le cerveau, voilà. Et alors, je dis pas que je suis devenue une pro non plus, il y a toujours des différences entre les gens et des gens qui naturellement ont cette écoute globale, ce qui n'était pas mon cas. Mais en tout cas, je suis allée plus loin que ce que je pensais. Et je pense que, voilà, on trouve toujours des stratégies pour aller plus loin, quel que soit le domaine, et même en musique. Voilà.